Salut, ici Maps! Avec le Salon du livre de l'Outaouais, qui est tout le temps à la fin du mois de février, début mars, j'avais pris l'habitude depuis quelques années de lire un livre des auteurisses invités, afin d'un petit peu découvrir qui sera mis de l'avant lors du Salon du livre. Et là, j'ai vraiment une opportunité en or. J'ai écrit au Salon du livre de l'Outaouais si les auteurisses invitées voudraient faire des entrevues avec moi. Mais moi, je suis pas capable de faire des entrevues sans avoir lu la totalité des œuvres des auteuristes que je passe en entrevue. Donc, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Je vous parle de Christian Quesnel. En fait, on va commencer avec lui. J'ai trouvé 3 ouvrages écrits par Christian Quesnel. Celui-là, c'est Félix Leclerc, L'Alouette en liberté. Et avant toute chose, prenez un petit moment pour admirer cette couverture. Et ce n'est que la couverture parce que le reste du roman graphique est tout à fait magnifique. Les illustrations sont tellement jolies. Ça, c'est définitivement un méga point fort de ce roman graphique-là. On parcourt la vie de Félix Leclerc de manière assez brève, dans le sens qu'il n'y a pas énormément d'informations. On a sa date de naissance, on a certains moments importants. On a aussi l'apport qu'il a eu pour le Québec, aussi le rayonnement international et l'effet que ça a eu sur les prochaines personnes, les prochains artistes qui avaient le même style que lui. Donc, il y a cet aspect-là, mais je vous dirais que c'est vraiment pas écrit pour nous donner une tonne d'informations. J'ai l'impression que c'est un ouvrage qui se veut davantage immersif. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début du livre, lorsque l'auteur nous parle un petit peu de son processus, dans l'avant-propos, il dit que c'est un projet aussi qui a été fait avec l'Orchestre symphonique de Gatineau. Donc, j'imagine qu'il y avait une possibilité de voir cette œuvre-là en spectacle et d'entendre la musique de Félix Leclerc en même temps. Je dois vous avouer que je suis ultra intriguée et si ce concept-là revient, je veux définitivement y aller parce que pour moi, c'est tout le temps ma faiblesse. Hein? S'il y a une bande sonore, s'il y a possibilité d'avoir de l'audio en même temps que le visuel et l'écrit, ben pour moi, je suis pas capable de faire les deux. Et il y avait pas nécessairement de mention très spécifique, donc là, on écoute cette chanson-là. Il y avait des paroles, mais je savais pas si c'était des paroles tout simplement que Félix Leclerc avait mentionnées, si c'était des paroles de chansons spécifiques. Et à la fin, ça répond peut-être un petit peu à la question, mais je pense que j'aurais préféré que ça soit inclus directement dans le livre. Parce qu'ici, ça dit « Liste des pistes musicales évoquées » avec le numéro des pages. Donc, je pense que l'objectif était ça, mais lorsque j'arrive à la fin, puis c'est là que c'est inscrit, ben j'ai déjà tout lu sans m'imprégner de la pièce mentionnée à la page où j'étais rendue. Donc, vous comprenez un petit peu comme le mini-dilemme que j'ai eu, mais je pense que c'est un ouvrage qu'on doit prendre le temps de vivre. J'ai beaucoup aimé, malgré tout. J'aurais aimé ça, comprendre un petit peu plus les mots. Est-ce que c'est des mots qu'il avait dit? Est-ce que c'était des mots des chansons? Mais sinon, j'ai bien apprécié mon expérience. Le deuxième ouvrage que j'ai lu de Christian Quesnel, c'est un des plus vieux. En fait, c'est son plus vieux. Publié en 1999. De ce que je comprends, c'est l'écriture, le texte a été écrit par Raymond Ouimet, puis Christian Quesnel, c'est lui qui a fait les illustrations. Donc, ça s'appelle Le Grand Feu. Et en fait, c'est un événement qui s'est passé en 1900 que je ne connaissais pas du tout. Puis ce qui est super intéressant, c'est que ça s'est déroulé à Hull, une ville où j'ai vécu une grande partie de ma vie. Là, je suis pas très loin et j'y vais très souvent. Donc, je me sentais vraiment attachée à ce pan de l'histoire que je ne connaissais pas. Donc, il nous explique pourquoi on appelait Hull la ville allumette, pourquoi elle était si fragile au fait qu'il y ait un incendie, et s'il y avait un incendie, ça allait vraiment ravager, et ça avait déjà ravagé une grande partie de la ville, voilà, ben, c'est une vingtaine d'années environ, là, de ce que je me souviens de ce qu'ils disent dans le livre. Puis en 1900, ça s'est passé encore et ça a fait beaucoup de dommages. Donc, il y a des petites informations au début, là, en texte historique sur l'événement, mais par la suite, c'est en format bande dessinée et j'aime tellement les illustrations, là, mais comme je trouve ça vraiment super beau.
C'est magnifique. Puis à la fin, on a encore un petit peu de texte qui nous en disent un petit peu plus là, sur cet événement-là en conclusion. Donc, ça se lit vraiment rapidement, mais tu sais, si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé à Hull et cette tragédie-là, parce que malgré tout, ça a ravagé beaucoup de terrain et ça a mis plusieurs personnes à la rue. Il y a eu des personnes blessées, de ce qu'on comprend, il y a eu 6 morts. C'est quand même un événement notable dont je n'avais aucune idée qu'il avait existé avant d'avoir lu cette bande dessinée. Donc, j'ai lu d'autres ouvrages de Christian Quesnel. Ici, j'ai Le crépuscule des bois brûlés. Ce que je trouve intéressant avec les ouvrages de Christian Quesnel, c'est qu'il y a toujours une préface qui nous explique la situation historique de l'ouvrage, de l'album, du roman graphique. Donc ici, on est en 1869, année où se déroule le crépuscule des bois brûlés. Les Métis étaient majoritaires dans la vallée de la Rivière-Rouge. Ils furent menacés par le gouvernement canadien qui voulait prendre le contrôle du territoire sans consulter le peuple. Donc, il y a des personnes vraiment importantes qui ont eu un fort impact à travers cet événement-là. C'est aussi une perspective dont on entend très peu parler et je trouve que les illustrations sont magnifiques. Ça fait plusieurs ouvrages que je lis de lui et le style est tout le temps différent. Ici, les couleurs sont vraiment très, très vives. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé pour en apprendre un peu plus aussi sur cette pan de l'histoire que je connaissais pas et d'une perspective qui est, ma foi, jamais abordée. J'ai lu aussi celui-là qui est Nelligan sous la direction de Christian Quesnel. Donc, c'est lui qui a dirigé l'ouvrage sur Nelligan, mais il y a d'autres illustrateurs, illustratrices qui en font partie. Donc, Dominique Laurent, Stéphane Olivier, Benjamin Roger, Marc Tessier, Sylvie Vaillancourt, Stanley Wany. Et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que on peut voir la différence des styles qui est vraiment là très diversifié. Je vais essayer, il y en a que les images, je peux peut-être pas toutes les montrer là. Ouais. Il y a comme beaucoup de nudité dans la deuxième partie. Et on est vraiment autour de la vie de Nelligan. Personne que je connaissais, tu sais, par son nom, par un peu son œuvre, mais vraiment pas tant que ça. Et de savoir qu'il a été incarcéré à 19 ans pour des motifs qui étaient un artiste, je vous dirais que j'ai trouvé ça très troublant. Est-ce qu'il me manque un ici? Celui-là. Donc les illustrations sont très grandes, des pages complètes. Je trouve ça tout le temps magnifique et les styles sont tellement différents. Donc celui-là, c'est pour l'album de Nelligan. C'est difficile pour moi de vous en dire plus, de un, parce que c'est pas un type d'ouvrage que je lis beaucoup. J'ai du plaisir à regarder les illustrations, à en savoir un petit peu plus sur le sujet précis de l'album, mais je me sens un petit peu limitée quand même à la quantité d'informations que je peux vous donner. Il y a souvent des mots ou des symboliques. Je pense pas que j'ai la capacité de comprendre tout ça tout le temps. Celui-là, c'est Advocatus Diaboli. Celui-là aussi a un fort aspect historique. Ici, on parle de 1343. Je vous montre un petit peu les planches. C'est un ouvrage tout simplement magnifique. OK, je viens de vous trouver un petit peu quoi vous dire pour ce roman graphique-là. Donc, il s'agit d'une illustration très fantaisiste de la victoire des croisés de Humbert II à Smyrne, dans l'actuelle Turquie, en 1347. Donc, le personnage Geoffroy de Charny y a combattu. Il ne s'agit pas d'un récit sur le bien et le mal, mais plutôt un récit qui traite de notre place, de nos gestes, face à nos croyances et au contexte dans lequel nous vivons, nous pensons et agissons. En fait, ce projet représente assez bien mes réflexions sur le monde actuel, confronté au choc des idées parfois extrêmes entre Trump, Le Pen et l'État islamique. Je continue avec le roman graphique Cœur d'argile, toujours écrit par Christian Quesnel. Donc, dans cette histoire-là, en fait, Christian Quesnel se met lui-même en scène lorsqu'il est allé
acheter une maison. Et donc, la maison qu'il a trouvée, c'est une maison qui appartenait à une autre branche de famille Kennel. Et dans ce roman graphique-là, il fait intervenir son histoire et celle de l'autre famille Kennel tout au long du livre. Donc, c'est un aspect plutôt familial, quelque chose de plus personnel. Donc, je vous montre, comme toujours, un petit peu les planches. Je les trouve toujours magnifiques. J'aime la grosseur, les différentes couleurs. Il y a une grande unicité, je trouve, dans cet ouvrage-là. Puis aussi, tout au début, il y a des explications par rapport à la vie des anciens habitants de cette maison-là. Donc, c'était la maison de Lionel Kennel et Hélène Séguin. Leur histoire est un drame romantique, point de départ d'une succession de vibrations qui ont donné une âme à la maison construite en 1931-1932. Donc, voici Cœur d'argile. Par la suite, j'y vais avec Ludwig Beethoven, donc toujours de Christian Kennel. Puis ici, ben, on a des fragments un petit peu de la vie de ce compositeur de musique qui était atteint de surdité. Et donc, on propose aussi aux lecteurs de mettre une certaine œuvre, donc le concerto pour piano numéro 5, composé en 1809, dans nos oreilles de Beethoven pour lire le roman graphique. Ceux qui me suivent sur Instagram ne seront pas surpris de connaître ma petite histoire par rapport à ce compositeur-là. C'est un ouvrage qui n'a pas beaucoup de texte, donc il faut vraiment tout simplement se laisser embarquer dans l'ouvrage. Je me suis demandé, en bas des pages, il y a des chiffres un peu comme écrits en heures, comme 17, 18, puis ça augmente. Je me demande si c'est pour faire un lien entre le nombre de minutes de la pièce et où on devrait être rendu dans le fait de regarder les différentes planches. Donc, c'est ceci pour l'œuvre Ludwig. Et le dernier dont je veux vous parler, mais non le moindre, parce que je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé, celui qui m'a le plus bouleversé, c'est Mégantic, un train dans la nuit, écrit par Anne-Marie Saint-Cerny et les illustrations faites par Christian Kennel. Donc, on connaît tous le drame qui s'est passé à Mégantic en 2013. On connaît le drame humain, mais on connaît, en tout cas moi personnellement, j'ai pas fait de recherche nécessairement, je savais pas plus que ce que j'en ai entendu. Et dans cet ouvrage-là, c'est l'autrice Anne-Marie Saint-Cerny qui, si je me trompe pas, est journaliste, est arrivée assez rapidement sur les lieux à Mégantic et s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient pas dites et qui étaient super importantes. Donc, au travers de ce drame, en ordre chronologique, donc avant le drame et on continue après, on le vit aussi pendant, il y a beaucoup de jeux de complot, de gouvernement, de politique, d'argent, de corruption. C'est ça qu'on se rend compte, qu'il y a des hommes au pouvoir qui ont réussi à mettre la faute sur des personnes qui en ont le moins et les personnes qui ont moins d'argent. Il y a aussi beaucoup de contournation, du fait de contourner des règles et de falsifier des documents. Et tout ça a résulté à un drame humain. Et c'est pas le seul qui est arrivé, il y en a eu d'autres similaires, et les personnes qui devraient prendre le blâme ne le prennent pas. Je vous avouerai que j'ai terminé cet album-là, ce roman graphique, et j'étais tellement en colère, bouleversée, ces genres d'œuvres, surtout parce que c'est une non-fiction, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé, qui me donne le mal à l'âme et qui me fait désespérer en l'espèce humaine. Je vais vous montrer des planches. Celui-là, il y a quand même plus de mots parce que, tu sais, il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et le jeu des couleurs est vraiment là, très bien fait. Donc, ça ici, je pourrais vous montrer celle-là, comme ça ici. Je trouve que les illustrations de Christian Kennel, ils ont quelque chose, ma foi, d'incroyable. J'ai remarqué aussi souvent que les animaux prennent une place importante dans ses œuvres. Parfois, les personnages sont remplacés par des animaux. Et tu sais, lorsque le drame arrive, là, on voit le changement de couleur. C'est vraiment un ouvrage là, bouleversant.
Donc, ça fait le tour de ce que j'ai lu à propos des œuvres de Christian Quesnel. Si vous allez voir sa bibliographie, il en a énormément. Donc, ça aurait été vraiment colossal de tout lire ce qu'il a publié. Je pense pas que dans le temps que j'avais, ça aurait été possible, mais malgré tout, j'ai essayé là, de lire plusieurs de ses œuvres et voici ce que j'en ai pensé. Donc, l'autrice jeunesse, c'est Karine Paquin. Donc, je me suis lancée en premier avec ce petit livre qui se nomme Juré craché, pas de prince, pas de princesse, sauf sur les bobettes. Karine Paquin et Jean Morin. C'est une histoire très jeune, très jeunesse, avec des belles illustrations à l'intérieur. C'est super intéressant parce qu'en fait, on suit un frère et une sœur, on suit Olivia et Léon. Et il y a comme une belle dynamique entre les deux. Le format du livre est intéressant aussi parce que c'est plusieurs petites histoires qu'on peut ne pas lire dans l'ordre chronologique. Ben, pas nécessairement chronologique, mais dans l'ordre qui sont inscrits. Donc, les enfants peuvent choisir l'histoire qui les intéresse le plus, puis lire dans l'ordre qu'ils veulent. Moi, la personne que je suis, si tu m'as écrit un livre de cette façon-là, je les lis de cette manière-là. Mais j'imagine que pour des enfants, ça peut être intéressant. On en lit une par soir, choisis celle que tu veux. Puis de toute façon, à la fin, on va tout arriver à la même place. Ça va terminer de la même façon. J'ai vraiment trouvé ça divertissant. Je l'ai lu dans une passe où j'avais un peu de la misère à lire, où je n'avais pas la tête à ça. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai beaucoup aimé l'humour qui est utilisé, comment c'est écrit, l'alternance entre l'écriture du frère et la sœur. Il y en a un des deux qui est plus en gras. Il y a aussi beaucoup de variété par rapport à la typographie, à la grosseur. On a des petites bulles parfois, des petits dessins. C'est vraiment très interactif. J'ai bien aimé, puis je ne serais pas du tout contre le fait de lire le deuxième. Je pense pour l'instant qu'il y en a juste deux. Donc ça, c'était ma petite capsule pour Juré craché. Public assez jeune, je vous dirais 8-9 ans, là, sont capables de lire ça si ce sont des lecteurs rendus là. J'essaie de... C'est pas avec eux que je travaille habituellement, mais je compare au fait que les cinquième années peuvent lire des grosses briques. Ben, deuxième, troisième année, s'ils sont des bons lecteurs, là, devraient s'en sortir avec ce petit livre-là. Dans un deuxième temps, j'ai lu le livre Léo P. Détective privé, la disparition de Karine Paquin et Freg. Donc, c'est une série de plusieurs tomes. On suit en fait Léo. Au tout début de l'histoire, son père disparaît. Et là, Léo va se rendre compte que son père était détective privé et va devoir suivre certains filons pour essayer de découvrir où est rendu son père, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il leur a caché sa double vie. Donc, ce sont les aventures de Léo. Je peux pas vraiment dire plus que ça parce que c'est assez court comme lecture. Ça se déroule en plusieurs formats. Donc, il y a un format bande dessinée. Il y a un format journal intime, journal secret avec des dates différentes. Donc, ça donne vraiment une forme intéressante et dynamique. Léo, il est assez sympathique à suivre. On commence tout de suite dans l'action avec la disparition de son père. Donc, ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi, à quelques reprises, je ne sais pas si je vais être assez chanceuse, pour en trouver une, parfois, il y a une petite illustration en bas, puis c'est des commentaires de l'autrice qui donne son grain de sel sur ce qui se passe avec Léo. Donc, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Il y a des petits commentaires qui font référence à une certaine masculinité ou virilité lorsqu'on est un homme ou qu'est-ce qu'on devrait être ou faire. Par exemple, je me souviens plus trop, il cherche un indice dans le garde-robe, puis là, elle dit « Ah, mais les garde-robes, t'as pas l'intention de t'habiller avec une robe. » Puis je sais que ça se veut de l'humour, mais en même temps, c'est juste une petite goutte, pour dire que j'aurais aimé qu'on fasse un petit peu plus attention à ces commentaires-là, parce que c'est quoi le problème si Léo s'habille en robe, t'sais. Des petits commentaires qui manquent un petit peu de sensibilité peut-être pour moi, mais sinon c'est une lecture qui s'est faite assez facilement, qui se déroule bien, puis que vu qu'il y a une intrigue, ben, en fait il y a plusieurs intrigues au travers de la grande intrigue, ça donne envie de dérouler les pages et on le fait très rapidement. On continue. Alors, j'ai lu Full Texto, qui est le premier tome de Karine Paquin. C'est une histoire qui se passe, je vous dirais, là, secondaire, début du secondaire. 4 amies, Jade, Juliette, Lou et Rebecca.
Donc, Jade a attrapé une maladie avec des petits boutons très contagieux. Donc, ça fait en sorte que pour la semaine, elle ne sera pas à l'école. Elle décide de se créer un group chat, une conversation à quatre pour la durée de cette semaine-là, pour que Jade se sente un petit peu avec elle, même si elle est à la maison. Et ce qui semblait être juste une petite idée comme ça va amener à bien autre chose, parce que là, laissez-moi pas mélanger, mais Rebecca va se faire voler son téléphone. C'est Rebecca, hein? Donc, elles se sont envoyées des photos pas nécessairement compromettantes, mais elles n'ont clairement pas envie que la personne qui a infiltré le téléphone de Rebecca, qui lui a volé son téléphone, diffuse ces images-là. Donc, c'est un peu comme une course contre la montre, à savoir qui a volé le téléphone de Rebecca, qui pourrait leur en vouloir, parce qu'il semblerait que c'est vraiment une histoire de vengeance. Donc, lorsqu'on prend ce tour-là, ben, tout au long du livre, là, on déroule le livre très rapidement pour savoir éventuellement à la fin qui et pourquoi. Lorsque j'ai lu le résumé au départ, j'étais vraiment pas certaine parce que ça sonne comme d'une autre époque, mais moi j'avais pas de téléphone au secondaire, ou en tout cas peut-être à la fin de mon secondaire, mais ce n'était pas une chose, tu sais, c'était pas quelque chose que les professeurs interdisaient parce qu'il y a personne qui en avait, ou si on en avait, il y avait tellement pas de fonctionnalité, c'était vraiment de base. Donc j'avais peur de me sentir très décalée par rapport à la lecture de cet ouvrage-là. Tu sais, les profs qui confisquent les téléphones, c'est pas une réalité que j'ai connue, puis des conversations d'amis majoritairement par téléphone. Donc c'était un peu ma crainte en rentrant dans ce livre-là. Et c'est un ouvrage qui est fait comme ça, par échange de textos, presque la totalité du livre. Il y a tout le temps, au tout début peut-être du chapitre, des informations sur qui sera mis de l'avant dans ce chapitre-là. Et il y a aussi l'autrice qui nous écrit un petit peu des informations intéressantes, pertinentes, cocasses sur un personnage, sur les liens entre eux. Donc ça, c'est un processus que j'ai remarqué que l'autrice Karine Paquin fait souvent. Dans Léo aussi, elle faisait des petites mentions, elle donnait un petit peu son grain de sel. Puis je trouve que ça fonctionne bien aussi dans ce livre-là parce que éventuellement, ça devient quand même intense dans cette recherche du coupable et ça détend un petit peu l'atmosphère, ça nous dit par où ça s'en va, donc j'ai trouvé ça intéressant. Si je pensais me sentir complètement décalée, pas tant que ça. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, je sais c'est quoi des textos, mais j'ai beaucoup apprécié ce volet-là dynamique. Est-ce qu'on peut considérer ça comme épistolaire, un échange de courrier? J'imagine que oui. De textos, pas de courrier, un échange de textos. Donc, quelque chose de très, très rapide. Ce sont des grosses pages, pas beaucoup d'écriture. Parfois, il y a des illustrations aussi. Donc, ça, malgré que ça semble être une grosse brique, ça se dévore très rapidement. Je me suis pas sentie déphasée. J'ai bien accroché aux différentes personnalités des filles. Je dirais qu'au début, elles semblaient très similaires. Puis même s'il y avait une description des quatre protagonistes au tout départ du livre, pour moi, c'est pas facile de rentrer dans un livre avec des descriptions comme ça. C'est vraiment à travers l'histoire que je peux voir qui est plus timide, qui est plus extraverti. On voit un petit peu plus la personnalité de Juliette, qui se différencie des autres, puis peut-être celle de Jade, qui était plus extravertie, mais j'avais un petit peu de mal à déterminer la différence entre les quatre filles. Quoiqu'au final, c'était pas super important dans le sens que l'accent n'était pas mis là-dessus. C'est pas au niveau psychologique que le développement, l'évolution des personnages va être vraiment incroyable. C'est vraiment plus par rapport à la trame narrative, le fameux vol du téléphone. Donc, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Moi qui est une très mauvaise détective, je tombais dans tous les pièges, j'étais complètement naïve, je croyais tout ce qu'elle disait, je n'ouvrais même pas la possibilité à différentes possibilités. Je suis tombée dans tous les trous, les deux pieds joints, donc ça c'était vraiment agréable. Puis j'ai été surprise de la fin aussi, et c'est ça, hein, j'avais juste envie de savoir, donc j'ai tourné les pages sans respirer, et ma foi c'était une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée, malgré les petites réticences que j'avais au départ. Le dernier petit bémol que je veux mentionner, c'est qu'il arrive à plusieurs reprises que les filles se font confisquer leur téléphone cellulaire et l'enseignante répond dans le group chat. Et là, je me disais,
Au niveau du réalisme, là, on l'a un petit peu slip, là. Je pense pas que c'est légal pour un professeur d'écrire sur un téléphone d'une de ses étudiantes. Et je pense pas même avec le code qu'elle le sache, tu sais. Puis en tout cas, fait que, tu sais, il y avait ce petit aspect-là, mais en même temps, je me dis, si c'est pas moi le public cible de ce livre-là. Donc, si les adolescentes sont heureux avec ça, puis ça les fait pas trop grincer des dents, je suis tout à fait prête à passer l'éponge. J'ai lu Block Boy, qui a vraiment l'allure un petit peu de Minecraft. Donc celui-là, c'est le premier tome, L'étrange étranger. Et c'est un ouvrage dans la cité des cubistes. Donc on a Block Boy qui est, il me semble, le gardien. Ça fait un petit bout hein, que je l'ai lu, puis je l'ai prêté au 5e année de mon école. Donc j'essaie de m'en souvenir. Donc la vie de Block Boy est assez ennuyante, non palpitante, parce qu'il se passe rien dans son village. C'est lui le gardien, mais il n'y a pas à garder de grand-chose parce qu'il n'y a aucun danger, jamais. Et il y a une journée qu'il y a un étrange objet qui arrive à Block Boy, un objet qui ne fonctionne pas avec la structure du village, qui est en forme de cube, tout est en cube, et cet objet-là est d'une forme différente. Donc, il s'en va à la recherche d'où provient cet objet. Block Boy, qui n'a jamais sorti de son village, va découvrir différents villages et vivre plusieurs péripéties. Donc, c'est un ouvrage écrit très, très gros. Ça se lit très rapidement. Il y a beaucoup d'humour aussi. Et l'autrice s'est insérée dans le livre. Parfois, elle nous donne des choix de réponses de qu'est-ce qu'on pense qui va se passer, A, B ou C, puis il faut voter. Et ça donne, ben en fait, on vote dans notre tête, on s'entend. Donc, c'est un ouvrage qui se lit, ma foi, assez rapidement, très humoristique, assez drôle, divertissant, semble être un gros coup de cœur des 5e années de mon école. Donc, j'ai lu Block Boy et j'ai bien aimé. C'était divertissant, c'était amusant, ça se lit très rapidement. Très bien comme lecture. Et finalement, le dernier ouvrage que j'ai eu le temps de lire de Karine Paquin, c'est L'école des super-héros, Karine Paquin et Mathieu Benoît, Attaque mordante, qui est aussi le premier tome. Celui-là est beaucoup plus jeunesse, là, beaucoup plus jeune en termes de public cible. Il y a beaucoup moins de mots, donc il y a très peu de mots, beaucoup d'illustrations, ça se passe assez rapidement. C'est une petite histoire à propos de l'école des super-héros. Donc, il y a ceux qui sont les super-héros vieillissants et il y a ceux qui sont la nouvelle génération de super-héros. Et il va se passer quelque chose de particulier, une bonne journée. Et la nouvelle génération vont devoir trouver une solution pour s'en sortir. Donc, ça se lit. Moi, je pense que ça s'est lu même en dedans de 30 minutes. Là. Les illustrations sont vraiment très belles. C'est vraiment pour un public beaucoup plus jeune. Donc, ça fait le tour, je pense, de tout ce que j'ai lu de Karine Paquin. Comme pour les autres auteuristes, j'aurais aimé ça avoir tout lu, mais malheureusement, le temps me manquait. Donc, c'est ça que j'ai lu dans le temps que j'avais. Cette année, pour le Salon du livre de l'Outaouais 2022, il y aura en vedette comme auteur invité Daniel Lessard. Donc, c'est un auteur dont j'avais lu aucun de ses romans et ma foi, il y en a beaucoup. Donc, j'ai commencé avec Maggie, un roman de Daniel Lessard. C'est une fiction historique qui se passe au début du 20e siècle, au début de 1910. Mais il y a un gap dans le temps, là, mais au début du 1900. Là. 1914, que ça dit dans la première page. Donc, on est dans une petite ville Saint-Benjamin, où il y a collaboration entre les catholiques et les protestants, avec collaboration. Ils s'endurent. En fait, on va suivre la petite Maggie, qui a pas très vieille, là, tout début de l'adolescence. Puis Maggie, c'est une enfant avec un bon caractère, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a des idées bien arrêtées, qui a des parents qui sont dans un couple dysfonctionnel, dans une relation dysfonctionnelle. Donc, sa maman est juste tellement pas présente pour eux. Puis son père, ben, il part très souvent, puis lorsqu'il revient, il est souvent en boisson. Donc, Maggie, là, est la seule à porter le lourd poids de sa vie sur ses épaules. Donc, elle a appris assez vite d'être l'enfant parent, et c'est ça qu'elle est.
Il va y avoir un nouveau curé dans la ville de Saint-Benjamin, puis ça va être un curé avec des idées très arrêtées, très flamboyant, et qui va mener souvent à la révolte, qui va beaucoup pointer du doigt, qui va donner plein d'ultimatums. Et ce cher curé va avoir en grippe Maggie pour des raisons qu'elle ne peut pas contrôler, entre autres qu'elle a des origines irlandaises. Puis ça, le curé, ça le fait bien donner. Donc, ça va coincer entre les deux. Donc, ça va être comme une bataille de A à Z entre Maggie et le curé, mais pas juste entre Maggie et le curé, là, entre le curé puis toute la ville de Saint-Benjamin. Au début, les gens vont plutôt se pencher vers lui, mais au fur et à mesure, comme ça n'aura juste pas de bon sens, ça sera plus viable et plus vivable. Donc, au fur et à mesure, là, on va essayer de faire chauffer la place du curé. C'est une histoire qui se lit, ma foi, assez bien. C'est toujours intéressant de lire une jeune protagoniste, donc l'écriture est assez facile, c'est très fluide. On embarque dans ce petit village-là, puis on apprend à découvrir Maggie, à découvrir son premier amour, avec l'école, parce que là, elle a une maîtresse qu'elle aime vraiment beaucoup. Éventuellement, Maggie, ben, elle veut devenir possiblement enseignante. Donc, comme on suit ce petit cheminement-là, ma foi, assez tranquille, mais comme dans toute petite ville, il y a les ragots et il y a ce fameux curé qui nous fait damner. Donc, c'est vraiment intéressant. Éventuellement, ça prend un bond aussi dans les années. Puis, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, la personnalité de Maggie, mais c'est qu'on tombe pas dans certains clichés et elle réagit vraiment pas comme la plus naïve, là. Elle me remet tout le temps un petit peu en doute. Parfois, elle se tait puis elle en parle pas, mais ça mijote encore dans sa tête que il y a probablement quelqu'un qui est en train d'essayer d'y passer un sapin. Donc, j'aime vraiment beaucoup cet aspect-là de Maggie qui fait changement des jeunes protagonistes qu'on peut suivre habituellement. Puis, ben, c'est sûr que le contexte historique est intéressant, l'aspect de petit village, aussi l'aspect de la religion. Oh mon Dieu. Je capote à toutes les fois que je lis un ouvrage comme ça où la religion prend tellement de place. Puis c'était ça aussi là, dans ces années-là. Tout est une raison pour les faire excommunier, tout est une raison pour les menacer. Les catholiques sont bien meilleurs que les protestants. C'est comme, oh mon Dieu, je peux comprendre totalement Maggie. J'aurais sûrement été une Maggie, en tout cas j'aurais voulu être une Maggie dans ces époques-là, même s'il y a beaucoup de côtés négatifs de pas juste accepter et de faire comme tout le monde, d'être docile. Mais définitivement, la religion prend vraiment beaucoup d'ampleur, puis on se rend compte que ça met des bâtons dans les roues tout le temps au personnage. On peut pas aimer quelqu'un de l'autre religion, on peut pas aimer qui on veut, on a des mariages arrangés, même si on les aime pas, il faut se soumettre. Oh my god, capote. Ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, moi, la religion, c'est vraiment pas quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, mais j'ai pu apprendre un petit peu les différences entre la religion catholique et la religion protestante. Donc, il y a vraiment un beau travail, là, éventuellement, de personnages qui ont deux religions différentes, puis qui regardent un peu c'est quoi les différences majeures. Puis ça m'a aussi permis à moi de savoir, parce que, ben, un, je me suis jamais informée, puis deux, j'ai pas eu l'opportunité de savoir vraiment c'était quoi la différence entre les deux. Donc, c'était vraiment une très jolie lecture que j'ai beaucoup appréciée. Je pense pas que je vais continuer tout de suite la série parce que j'ai vraiment d'autres livres à lire pour Daniel Essard, mais ça pourrait être une série pour laquelle je serais intéressée de continuer. D'ailleurs, comme il y a vraiment un bond dans le temps dans cette histoire-là, donc lorsqu'on va continuer à suivre Maggie, j'imagine qu'elle va être adulte et la fin est un peu prometteuse. On s'est fait un petit peu casser le cœur, briser le cœur précédemment, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, avec le premier livre dont je vous ai parlé, Maggie, c'était plutôt un roman, une fiction historique. Mais là, avec Péril sur le fleuve de Daniel Lessard, on est vraiment dans un autre style. Ici, je vous dirais que c'est plus un thriller écologique. Je vais appeler ça comme ça ici. Donc, nous sommes en mai 2018 à Lens aux Sarcelles, puis on suit la biologiste Amélie Breton. Puis elle, son travail, c'est de comptabiliser les animaux, de s'assurer de leur santé, puis de compter combien il y en a, puis à chaque année, si c'est le même nombre, s'il y en a plus, s'il y en a moins. Donc, elle a vraiment un souci très important par rapport à la faune. Et son copain aussi travaille dans le même milieu qu'elle, quoiqu'il a été licencié là, par coupure budgétaire et décision gouvernementale. Donc, en fait, ça va commencer par le fait qu'il va se passer plusieurs petites situations en lien avec des désastres écologiques et la situation va devenir
vraiment très alarmante rapidement. Donc, il va y avoir un déversement de pétrole dans l'eau, une bonne quantité. Ça va encore avoir beaucoup d'impact sur la faune et les animaux dont Amélie s'occupe. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Après ça, il va y avoir, il me semble que c'est une grosse baleine, non, il y a comme un animal assez rare, assez corpulent, qui va être retrouvé avec des inscriptions écrites dessus. Puis il va y avoir encore une troisième chose. Donc on se demande c'est qui fait ces choses-là. Est-ce que ce sont des écologistes frustrés, mais en même temps, le fait qu'ils brisent l'écologie, c'est un peu paradoxal. Donc, Amélie va être en contact avec une journaliste, puis la journaliste va lui donner des informations, va dévoiler des informations, mais Amélie va être vraiment comme au cœur de cette enquête-là, malgré elle. C'est un petit livre qui se lit assez rapidement. Les femmes sont vraiment mises de l'avant dans cet ouvrage-là, avec Amélie la biologiste, avec Marie-Lune la journaliste. Donc on a affaire à des femmes fortes, des femmes qui prennent des risques, qui ont des opinions, qui vont de l'avant, qui sont des femmes de carrière, qui n'ont pas besoin des hommes dans leur vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport aux protagonistes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passe un peu de deux manières. Donc la narration normale lorsqu'on suit Amélie, mais il y a beaucoup aussi de topos faits par Marie-Lune. Donc lorsqu'elle fait ses entrevues là, au journal, ses chroniques, puis elle décrit qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc ça rajoute une vitesse au rythme. On a plus d'informations de manière plus concise lorsque il y a ces topos à elle. Donc, l'alternance entre les deux, c'est super intéressant. J'ai trouvé ça pertinent parce que, je lis pas beaucoup de thrillers. Je dirais pas policier parce que, oui, il y a l'équipe de la police, mais j'ai pas l'impression que c'est eux qui prennent le plus de place dans cet univers-là. Mais c'est surtout l'aspect comme écologie, environnementale qui prend beaucoup de place, puis qui est un gros wake-up call. Puis c'est surprenant que j'ai trouvé ça aussi captivant tout au long du livre, malgré cet aspect-là. Tu sais, c'est pas quelqu'un nécessairement qui est en danger. Il y a comme un gros bateau qui est sur la rivière, qui prend plein de place, qui déverse beaucoup de pétrole. Puis, malgré tout, ça m'a gardé en haleine vraiment très, très longtemps. Et la fin était ultra satisfaisante. Donc, j'ai eu bien de plaisir à lire ce livre-là de Daniel Lessard. Il y en a vraiment beaucoup d'autres ouvrages de Daniel Lessard, puis je suis allée un peu par manque de temps, par la grosseur. Donc, Péril sur le fleuve, c'était comme celui qui était le plus petit dans la gang de livres que j'avais. Puis le deuxième plus petit, c'était La Louve aux abois. Mais là, ce que je me suis rendu compte avec ce livre-là, c'est qu'il y a des personnages qui reviennent dans plusieurs histoires. Et je pense, en tout cas moi personnellement, ma manière d'y aller, c'est de les lire en ordre. Donc rétrospectivement, si vous êtes intéressé par ces ouvrages, commencez par Péril sur le fleuve, qui est le premier, et allez-y en ordre chronologique. Je pense pas que ça va beaucoup faire d'impact sur les enquêtes en elles-mêmes. J'espère qu'il n'y a pas nécessairement de divulgacheur entre les enquêtes, mais vu qu'on suit les mêmes personnages, comme Marie-Lune, la journaliste, elle est encore dans ce livre-là, donc on comprend mieux le personnage lorsqu'on lit les choses en ordre, selon moi. Mais je sais que c'est pas... c'est peut-être pas un avis impopulaire, mais c'est pas la fin du monde. Sauf que moi, j'aime vraiment ça lorsque je peux voir le processus psychologique de manière claire, puis lorsqu'on a toutes les informations au fur et à mesure qu'on va dans les différents tomes, même si ce sont des tomes séparés et non une histoire, par exemple, les enquêtes de Sophie Comtois. Parce que ici, ben oui, dans La Louve aux abois, on a encore la présence de Marie-Lune, qui est la journaliste, mais on a aussi l'enquêtrice Sophie Comtois. Donc, on a encore ce point de vue-là des deux femmes. En fait, on est à Wakefield, en Outaouais, dans ma région même, et ça, je trouvais ça vraiment intéressant de lire un ouvrage qui se passe ici, dans des petits noms de régions, de petites villes que je connais, des endroits que j'ai déjà visités, où j'ai déjà habité. Donc, on retrouve une femme nue, assassinée, possiblement violée. Et ce n'est que le commencement. Donc, Sophie Comtois est l'enquêtrice de ce meurtre-là. Et ce ne sera pas une enquête facile, il va avoir beaucoup de bâtons dans ses roues. Et
Il va se passer beaucoup de meurtres rapidement. Il y a des indices qui vont aller vers une personne en particulier, mais c'est le genre de personne un peu intouchable. Et dans un milieu d'hommes, même si Sophie a fait sa marque, même si elle a une certaine réputation, elle va avoir besoin de sa collègue Marie-Lune, de son amie Marie-Lune, qui est journaliste, parce qu'il y a tout le temps cette pression-là qu'on peut exercer avec le journalisme, même si c'est pas légal. Mais parfois, les enquêtes avancent pas. C'est une situation de vie ou de mort. C'est une situation aussi de gens qui sont ultra puissants et qui mettent beaucoup de pression pour que les choses se taisent, pour qu'on les fasse disparaître. Donc, c'est vraiment un gros contrat. Pour moi, ce livre-là, c'est vraiment plus un roman policier typique parce qu'on suit Sophie Comtois, qui est l'enquêtrice de ça. Donc, c'est vraiment là à la recherche de preuves, aller interroger les gens, essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, qui ça pourrait être, suspect numéro 1, suspect numéro 2, essayer de trouver le ou les coupables. Donc, c'est vraiment pour moi, plus une enquête typique. J'ai beaucoup aimé retrouver Marie-Lune dans cette histoire-là aussi, puis vu que c'était comme la suite, mais pas directement, je pense qu'il y a techniquement un livre entre les deux, mais on avait quand même des petits flashbacks là, de certaines choses qui s'étaient passées dans Péril sur le fleuve. Sophie, par contre, c'était une protagoniste qu'on ne connaissait pas non plus, puis je trouve, encore une fois, que les femmes sont fortes, sont mises de l'avant. Je suis vraiment très intéressée. Je pense que c'est une question que je vais lui poser à Daniel Lessard de la raison pourquoi ce sont les femmes qui sont en mise de l'avant. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est vraiment très important pour lui que ce soit les femmes qui soient au pouvoir, qui démontrent un peu l'autorité puis qui se battent dans un milieu d'hommes, dans plusieurs milieux d'hommes? Je trouve ça super intéressant. Sophie Comtois, c'en est une autre qui travaille beaucoup. Elle a un homme dans sa vie. Ça lui a fait un certain bien pendant ce moment-là, mais pour l'instant, c'est plus vraiment ce qu'elle veut. Donc, elle pense à elle en premier, à sa carrière, à ce qu'elle désire, et c'est bien correct comme ça. On a aussi un enjeu avec une problématique de santé mentale, et ça se termine pas dans ce livre-là, donc je suis assez curieuse, ma foi, de savoir où est-ce que ça va s'en aller plus tard. Un enjeu qu'on lit pas beaucoup dans les livres, que je peux pas dire si c'est bien exprimé ou bien écrit parce que je ne partage pas cette réalité-là, mais on en lit très peu souvent dans les ouvrages et qu'une femme aussi forte de carrière, aussi respectée, puisse souffrir d'une problématique de santé mentale, je trouvais ça important d'en parler. J'ai trouvé que l'enquête, c'était un page turner, on embarque, on tourne les pages, on veut juste savoir ce qui va se passer. Encore une fois, avec les topos de Marie-Lune, c'est super intéressant. Donc, La Louve aux abois a été une autre belle lecture pour moi. Dans ce périple de lire plusieurs œuvres de mes auteuristes invités, je savais quand est-ce que ça allait commencer, je n'avais aucune idée de quand est-ce que j'allais terminer. Et donc, c'en est terminé pour les œuvres de Daniel Lessard. C'est tout ce que j'ai pu rentrer en si peu de temps. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.